image que l'on pourrait croire neuve, Le Pen est en fait un vieux routier de la politique française et de l'extrême droite qui refait surface. Parce qu'il inquiète, fait peur, nous sommes allés voir ce qu'il est, ce qu'il cache. Sur le tard, je viens vers les sports simples. Il y a du vent? Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et en planche comme en politique, il faut qu'il y ait du vent, autrement ça ne marche pas. Mais il va en venir, je le sens. C'est comme ça que les marins des Trois Mâts appelaient le vent. Il faut siffler un peu. Oui. Pourquoi c'est simple? Eh bien parce que vous voyez, c'est une planche et une voile. Il n'y a rien de plus simple et de moins sophistiqué. C'est un sport vraiment humain. C'est un peu comme votre vie? Ah oui, absolument, mais moi j'ai une vie variée. Vous voyez, surtout quand il y a des perturbations étrangères. Perturbations étrangères, vous avez dit étranger, c'est l'obsession centrale de Le Pen. La fête de Jeanne d'Arc qu'il vénère est une autre manière d'évoquer l'intolérable, pour lui, l'invasion étrangère. Il y a plus de 500 ans, notre pays était occupé par les Anglais. Et en Lorraine, il y a une petite jeune fille de 17 ans qui s'appelait Jeanne. C'est une sainte et une héroïne nationale. Et nous allons jeter, vous allez jeter vos fleurs parce que il y a 556 ans, on a jeté les cendres de Jeanne d'Arc à Rouen, dans la Seine, sur l'ordre du chef des Anglais, qui l'avait fait brûler. Allez. Je mets pas trop. Voilà. Maintenant, nous allons aller faire le défilé. Ça veut dire quelque chose, Le Pen? Oui, ça veut dire le chef. J'ai d'ailleurs là un dictionnaire français-breton du XVIIe siècle. Ça veut dire le chef et aussi la tête, la cime, le bout, la pointe, n'est-ce pas? Mais dans cette orthographe-là, ça veut dire le chef. Mais au sens, le chef, aussi bien chef d'une troupe ou d'un groupement que chef dans le sens de tête. Chef, en français aussi, chef veut dire tête. À côté de Le Pen, il y a toujours cette Jeanne, son héroïne totale. On la retrouve sans cesse dans ses discours, dans sa maison, dans ses espoirs. Comme si Le Pen croyait être habité lui aussi par la Providence ou par Dieu qui lui indiquerait une mission que Le Pen croit rédemptrice. Et la Providence, vous l'avez déjà rencontrée ou... Ah, je ne l'ai jamais rencontré sous une forme, comment dirais-je, visible ou perceptible. Mais c'est le sentiment que j'éprouve quand je vois s'enchaîner pour le bien de mon ouvrage ou de mon effort, toute une série d'éléments, y compris les éléments théoriquement hostiles. Mais il y a des voix? Non, je n'ai pas entendu de voix, non. Non. Jeanne d'Arc, c'est la sainteté, la virginité. Pourtant, avec Le Pen, la sexualité est omniprésente comme en un miroir inversé. Quand j'ai vu que ces photos ont été vendues, donnant une image, somme toute, d'une Française rattachée à un homme politique de premier plan, d'une image dérisoire et grotesque, et bien, quand j'ai vu que ces photos étaient en Angleterre, en Italie, en Amérique, en Australie, etc., personnellement, j'en ai souffert pour mon pays, parce que je me suis dit que c'était en voulant atteindre Le Pen et ses idées, on atteignait somme toute le pays, et je crois que c'est comme ça que les Français l'ont ressenti. Ici, là, c'est une, c'est partout.
Bravo, Laurent. Quelle souplesse admirable. On a fait un peu l'école buissonnière. On est allé passer faire un petit tour au-dessus de la Grénité. Non, toi pas ici, Jean-Marie. Décrivez-vous. Je sais pas, je suis grand, assez athlétique, blond, très, je crois, assez extraverti. Je me vois comme quelqu'un. Je sais pas, j'ai un surnom, on m'appelle le menhir. Je trouve que c'est un surnom qui me décrit assez bien. C'est-à-dire C'est une pierre levée, du granit debout. C'est un peu ça. Vous avez fait quoi de perdre cet œil? C'est psychologiquement important quand même. L'œil est un élément d'abord d'appréhension de la réalité. Et on ne voit pas de la même manière avec un œil qu'avec deux. Et en particulier en profondeur. Il y a un effet de perspective qu'on n'a pas et auquel on doit se réadapter. Mais surtout esthétiquement. Et puis c'est une mutilation. Toute mutilation est ressentie de façon un petit peu comme une petite mort, n'est-ce pas? Ensuite, je me suis fait opérer, puis j'ai mis une prothèse, c'est un œil de verre. Je suis un homme, c'est-à-dire quelqu'un de viril, et chez nous, ces qualités sont considérées comme telles. Le héros dans notre pays, c'est un héros, ce n'est pas un anti-héros. Tous les modèles de ma jeunesse ont été des modèles de combattants, que ce soit des combattants de la foi, des combattants de la patrie, des combattants de la guerre. Par conséquent, moi j'ai été élevé dans l'admiration du combattant et de l'homme viril, tutélaire, mettant sa force au service de la faiblesse, de la justice, au service des siens. L'image du héros, du combattant, il a été la rechercher en s'engageant dans la Légion à 24 ans. Vous avez appris à tuer. Bien sûr, c'est ce qu'on fait à la guerre d'habitude. Qu'est-ce que ça fait? Vous savez, la guerre, c'est tuer ou être tué. Hein? Vous êtes mis volontairement. Oui, enfin, mis volontairement, c'est pareil. Qu'on y soit mis volontairement ou pas, c'est la même chose. Moi, je suis d'une génération où c'était plutôt considéré comme majoratif de s'engager, n'est-ce pas? En tous les cas, ça a permis de me prendre la place de quelqu'un d'autre, hein, qui aurait été si j'y avais pas été volontairement, n'est-ce pas? Mais je ne regrette rien, hein, pas du tout. Je me fais honneur d'avoir servi mon pays et d'avoir combattu le communisme par les armes, absolument. Dans le milieu où j'étais, les communistes étaient très souvent des gens aigris, médiocres, paresseux. Et chez moi, les gens qui avaient la réputation d'être des communistes étaient des gens qui avaient une mauvaise réputation, qui avaient des styles qui étaient généralement mauvais maris, mauvais pères, mauvais ouvriers. Dans le milieu où j'ai vécu, c'est peut-être pas vrai dans les mines ou dans la métallurgie, mais dans mon pays à moi, c'était comme ça. Oui, c'est vrai. Il est quasiment impossible de rencontrer Le Pen sans son ami garde du corps, Freddy Moreau, catcheur, naguère connu sous le pseudo de Bourreau de Béthune. Il fait du sac, il fait du saut à la corde. Il fait la basse? Et il remplace, bien sûr, il remplace même parfois le sac par un sparring partner, qui est moi en l'occurrence. Et puis je vous assure que les coups arrivent à l'allure de locomotive. Les gants de Le Pen, c'est ça? Ils sont usés, ils sont pas usés entièrement sur moi, mais en réalité, je les ai choisis bien rembourrés parce que ces coups arrivent très fort. Ah, il a une très grande puissance de coup et très rapide. Jean-Marie Le Pen se ferait-il tuer pour son ami Freddy? Mais il est évident qu'entre Freddy et moi, nous n'allons pas nous battre pour nous sauver l'un l'autre, n'est-ce pas? Et encore une fois, je dis, il y a une mission. C'est évident que la mission de protection, c'est à Freddy de l'assurer à mon égard, c'est pas à moi de l'assurer au sien. Cela dit, si je me trouve dans la situation de pouvoir le faire, je le ferai, bien sûr.
Mais encore une fois, ça serait sacrifier ma mission principale à ma mission secondaire si je me mettais à protéger mon garde du corps. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a dans le petit sac qu'il y a toujours devant vous dans la voiture. Ah, ça, c'est un petit secret, ça. C'est un petit secret. C'est pour faire face à toute éventualité. Je ne savais pas que c'était emprunté aux voleurs. On sait bien que je ne me laisserai pas tuer si je peux. Hein. Je vous dis tout de suite. Je ne sais pas si on m'en laissera le temps, mais si on m'en laisse le temps, je n'aurai absolument aucun scrupule à éliminer les gens qui essayent de me tuer. Alors, absolument aucun. C'est-à-dire que si on essaye de me tuer, il faudra le réussir. Parce que si on ne le réussit pas, j'essaierai d'éliminer mes adversaires, bien sûr. Et d'éliminer la menace qui pèse sur moi. Et je peux vous dire que j'irai dormir tranquille, même si ça avait provoqué leur mort. Sûrement. Vous pouvez le caresser ou faire quelque chose? Ah non, non. On va faire des c'est outrager le loup de le caresser. Ma mère, qui était une femme très pieuse et d'une foi de charbonnier, a eu un immense chagrin, un chagrin infini et jamais apaisé de la mort de mon père. Toute sa vie, elle a été une fois par jour au cimetière, sur la tombe de mon père. Et pendant des nuits et des nuits et des nuits, je l'entendais pleurer, etc. Et quand en me disant, tu crois pas qu'on en a assez fait comme ça? Tu crois pas que j'ai déjà assez perdu, parce que je n'ai plus que toi? Et ensuite, quand je voudrais m'engager, elle s'y opposera, elle en a la possibilité, puisqu'elle est mon tuteur, et que je suis mineur, bien sûr. Et quand je partirai en Indochine, j'irai lui rendre une visite, et elle me dira la même chose. C'est-à-dire? Tu crois pas qu'on en a assez fait? Que j'en ai assez fait, moi? Je vais certainement pas me rouler à ses pieds pour lui demander de ne pas partir. Hein? Voilà. Bon. Je pense que s'il s'en va, tout ça est soigneusement calculé, et ça, que c'est une démonstration homérique. Et le roi des patelins, en coula-t-il du sang sur cette terre, sang d'ouvriers ou sang de paysans? Mon père était quelqu'un qui ne buvait ni ne fumait. C'est un homme très joyeux, très gai, chantait tout le temps. Mes parents chantaient tout le temps. Quelquefois, quand je rencontre des gens plus âgés que moi, ils me disent, mais comment savez-vous ces chansons? Ces chansons par cœur, à plusieurs couplets. Et ce ne sont pas des chansons de votre âge. Eh bien, je les sais parce que j'entendais mon père les chanter. Chanson de la guerre de 14. Ah oui. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas... Ah, et le soleil n'attend pas. La guerre a été le traumatisme de Le Pen, avec surtout la disparition de son père. Cette mort a provoqué chez lui ses premiers sentiments d'insécurité. C'est un Allemand qui est venu à la maison un dimanche et on s'inquiétait parce que on avait vu cet Allemand qui marchait dans la rue et qui cherchait quelque chose. Et il est entré et il a dit grosse malheur, la guerre, Monsieur Le Pen mort, Monsieur Lebert mort. Alors, ça nous est tombé comme une bombe sur la tête. Et puis il est parti. Alors on s'est inquiété de savoir ce qui s'était passé et on a mis un certain temps avant de savoir que un des matelots avait été rescapé et était à l'hôpital. Et c'est par lui que nous avons su les détails de ce qui était pour nous la chose la plus terrible qui pouvait arriver. D'ailleurs, ma mère, à ce moment-là, a dit, tu vois, pour nous, la guerre est finie. Nous perdions tout avec mon père, parce que en même temps, lui, le bateau, tout ce que nous avions.
Et puis nous nous trouvions sans protecteur. Il y avait un aléa extraordinaire à l'époque de l'avenir. On ne savait pas ce que nous allions devenir. Inquiétude amplifiée par l'invasion allemande, inquiétude infantile devant la débâcle. Les structures de la nation disparaissaient. Cette idée est insupportable, incroyable, que l'armée allemande a enfoncé l'armée française et l'armée anglaise réunies. On vivait dans un état second, dans un état de choc. Pour un petit garçon comme moi, l'armée française était la première armée du monde. La marine française, l'une des premières armées du monde, c'était la plus moderne, c'est celle qui détenait les bateaux les plus superbes, les plus extraordinaires, que je voyais d'ailleurs en baie de Quiberon tous les ans lors des grandes manœuvres de la flotte, n'est-ce pas, de la flotte de l'Atlantique. Je rêvais d'être marin. Et tout ceci, c'était un monde qui basculait. Bleu, blanc, rouge, c'est les couleurs de notre enfance. Bleu, blanc, rouge, on est de France. Je n'étais pas de France, je le suis devenu. Depuis qu'ils sont tous là, depuis qu'ils sont venus se foutre de nos gueules et de notre pays, inoculer en nous un sang de barbarie. L'insécurité de son enfance et de son adolescence s'est perpétuée. Son discours politique d'aujourd'hui reproduit cette peur de la disparition de la France comme cadre protecteur absolu. C'est de cette inquiétude qu'il tire son nationalisme extrême. Pour mettre hors du pays ceux qui l'ont fait cocu. Qu'arrivera-t-il si des citoyens de double nationalité se trouvent pris entre leur loyalisme algérien et leur loyalisme français? Qu'arrivera-t-il si des Français double nationaux se trouvent pris entre leur loyalisme algérien et leur loyalisme marocain? Ils vont se tirer dessus entre le 13e et le 14e au mortier? Mais enfin, c'est ce qui se passe à Beyrouth, hein. Alors quand je vois que les Chinois refoulent l'immigration nord-africaine dans le 20e, je n'en suis pas rassuré pour autant. Parce qu'ils ne les refoulent pas vers Marseille, ils les refoulent vers le 12e. N'est-ce pas? De la patrie, le coup de pied au cul, pour mettre hors du pays ceux qui l'ont fait cocu. Ça va? Ouais, ça va très bien. Ça va? Ouais, mais maintenant j'aimerais vous poser quand même une question. Alors, dites-moi. À propos de l'immigration, qu'est-ce que vous voulez faire pour nous autres? Plus tard, quand vous serez élus, vous allez nous mettre à la porte. Je vais renvoyer chez eux tous ceux qui foutent rien. Ah, c'est que ça, quoi. Ça va faire un drôle de paquet. Ben oui, c'est vrai, non, mais je suis pas contre, mais en fait, et ceux qui travaillent légalement et qui sont... Ceux dont le pays a besoin et qui sont en situation légale, il n'y a pas de raison qu'ils travaillent. Ah bon? Mais il y en a Parce que justement, il y en a s'inquiète. tellement d'autres qui sont venus simplement pour toucher et pas pour travailler. Ah ben déjà, écoutez, ça allégerait un peu. Hein. Ah, c'est que ça, quoi. Voilà. Et vous avez été reçu par nos différents chefs d'État, là. J'espère que vous avez parlé de tout ça, quand même. Bien sûr, évidemment. Et nous étions bien d'accord. Ah, vous étiez bien d'accord? Bien d'accord. Mais vous n'avez pas été reçu au Sénégal, là, je sais pas pourquoi. C'est parce qu'il y avait un conflit entre la police et l'armée. J'irai quand je voudrais au Sénégal. Ah bon? Parce que les Sénégalais ont dit qu'ils ne voulaient pas de problème. Non, c'est pas vrai ça. Ah bon, mais Non, c'est le moment où la police, l'armée a désarmé la police. Mais pourtant, la France, au début, je crois, dans les années après-guerre, quand la France avait besoin, on faisait venir des immigrés par parcage, bateau. Travailleurs. C'était pas des immigrants. Ah mais si c'était des immigrants. Non, ils venaient pour un contrat, de travail. Qui était renouvelé à ce moment. Si après ils voulaient devenir français, ils le demandent. Ouais, mais maintenant ce qui m'inquiète, c'est que souvent ces gens-là sont élus de ici, et puis ils ont fait des enfants là, par-ci, par-là, et maintenant vous voulez que ces gens-là retournent chez eux plus ou moins un peu. Les gens qui travaillent en Afrique,
Quand ils font leurs 5 ans, leurs 10 ans, leurs 15 ans, puis ils reviennent chez eux, c'est normal. Alors, écoutez, vous n'avez pas dit ça pour tout le monde, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Européens qui vivent en Afrique et qui ne demandent pas à retourner. Mais moi, je ne conteste pas le droit du pays où ils sont, éventuellement, de les faire rentrer en France. Dans beaucoup de départements français, vous avez des gens qui occupent des villages abandonnés, soit qui rachètent la bicoque pour une bouchée de pain, soit même qui l'occupent purement et simplement parce qu'il n'y a plus personne. Eh bien là, quand vous êtes turc, avec 5 gosses et 5 chèvres, vous vivez beaucoup mieux qu'en Anatolie. Hein, avec l'aide au logement, l'allocation familiale, la vie est belle. J'espère qu'on va remporter ce coup-là. Une fois j'ai voté pour vous déjà. Dans le 20e arrondissement, on n'est pas passé. Non mais c'était en prenant l'élan. J'espère qu'on va les virer tous ces enmanchés là. Hein, nous suce un peu depuis un bout de temps là. Hein. Ils disent que ils pensent ouvertement, vous dites ouvertement ce qu'eux ils pensent tout doucement. Absolument, absolument. Mais c'est ça, on va se le faire. On va le dire nous-mêmes. Ah, faut y aller là. Oui. Mais c'est bien parti. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas là? Qui n'ose pas jacter parce que c'est pas le manque de le dire aussi. C'est bien, c'est bien. Hein? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas là? Ben, ça va pas qu'on a marre de tous ces enfoirés, aussi bien les socialistes que la droite, c'est des emmanchés. D'abord Giscard d'Estaing, on a voté la première fois pour lui, puis il a voté contre son électorat, contre les artisans, contre les grades et compagnie. Alors, maintenant il a ras dans son cul. Dans cette affaire de Châteauroux, moi je n'en avais vu à la télé, j'avais vu les têtes des participants à cette soi-disant bagarre. Les seuls ponks que j'avais vus, c'était un noir qui avait le truc à l'Iroquois, là, et un arabe qui était complètement rasé. Bon, c'était donc des... Il n'y avait pas que des skinheads blancs, il y avait des skinheads de couleur. Et quand il a enquêté, on lui a dit, mais cette agression raciste, épouvantable, ça a fait combien de blessés? Ah, mais il n'y a pas eu de blessés. Et alors, ça a fait des dégâts matériels? Ah non, non, même pas un verre. Alors c'était des agressions homériques. Vadon et Bougnoul. Oh, comment? C'est abominable. Les murs de la ville en tremblent encore. Le Pen vit aux antipodes de ce qu'il appelle les Bougnoules. Il vit dans l'opulence. Mais l'enfant Le Pen a été marqué par le fait d'être au bas de l'échelle sociale. L'humiliation est un terme constant que l'on retrouve dans ses propos. Elle explique une partie de ses engagements. Ma mère, comme toutes les femmes de village, était obligée d'aller laver le linge à ce qu'on appelait le douette, c'est le lavoir. Alors, il fallait d'abord le faire bouillir, etc. Puis on allait le laver et le rincer là-bas. Mais avec une brouette, c'était une des tâches ménagères, une des tâches domestiques les plus pénibles. Et le fait d'avoir... Puis un petit peu humiliant aussi, parce qu'on montrait son linge à tout le monde. Chacun regardait pour savoir quel était le niveau de prospérité de la famille. Cette humiliation concerne tous les registres. Nous ne faisions pas bonne figure comparé à la Russie, comparé à l'Allemagne, parce que la grève qui avait suivi la victoire du Front populaire, la vague de grève, paralysait en quelque sorte notre pays, sa production et donc sa présentation. Ça oui, j'en étais conscient de ça. Bien que j'ai 9 ou 10 ans, ça, j'étais conscient de ça. Je me souviens être passé devant les usines Goodrich. C'est un souvenir d'enfance, vraiment, où des grévistes assez dépenaillés faisaient la quête d'une façon un peu menaçante à l'égard des passants, en secouant une gamelle dans laquelle on entendait teinter des pièces pour soutenir leur comité de grève, etc. C'était quelque chose qui ne me plaisait pas. J'ai eu du mal, moi, petit garçon, un petit peu sauvageon, à me couler dans ce moule un peu aristocratique. En tous les cas, ce collège était un collège, n'était pas un collège populaire. De la part des camarades et des condisciples, les enfants ne sont pas tendres les uns avec les autres, mais disons que j'ai subi certainement des humiliations. On me disait que mon père était pêcheur, enfin des choses comme ça. Mais on se moque des faiblesses des uns et des autres.
Elle a été construite en 1852. Et alors elle a les avantages de toutes les maisons anciennes, c'est qu'elle dispose d'un petit parc, mais les inconvénients d'une maison ancienne, c'est-à-dire que l'entretien en est très coûteux et qu'il faut sans cesse faire des réparations parce que une maison qui a plus de 150 ans. Je ne juge peu de de cette salle qui est une salle de réception quand je reçois du monde ou des amis, mais quand je suis arrivé ici, le tissu des murs était d'époque. C'est-à-dire qu'il avait plus de 120 ans. Voilà. Vous voyez, un lit de célibataire, puisqu'il y a une rafale de dossiers sur la moitié de mon lit. Alors là, il y a évidemment une vue superbe sur Paris. Magnifique. Il y a de quoi. Un peu gâté par ces bâtiments modernes. On voudrait savoir quel est le montant exact de votre fortune. Ça ne regarde personne, ça. Ça ne regarde personne. C'est une affaire privée. Et... C'est votre réponse. Oui, c'est ma réponse. Est-ce que vous êtes riche? Qu'est-ce que vous appelez quelqu'un de riche? Non, je crois que je ne suis pas très riche. Non. Encore faut-il qu'il y ait un critère commun, parce que quand on parle de choses, il faut qu'on ait les mêmes références. C'est évident que la richesse n'est pas la même chose pour un OS de chez Renault, pour un cadre de chez Bleustein-Blanchet, ou pour un banquier, pour un promoteur immobilier, ou pour la famille Béguincet. Quel est le critère de la richesse? C'est quoi? Le Pen, ici, a essayé de cacher sa richesse dans une nouvelle définition. La redéfinition est l'un de ces systèmes de défense qu'il emploie à profusion. Exemple encore, la torture. Quelle est la définition de la torture? Quelle est la définition? Vous ne me donnez pas de définition, c'est quoi la torture? Le délinquant, le criminel qui est arrêté par la police et que l'on interroge sans discontinuer pendant 48 heures, est-ce qu'il est torturé? C'est quoi la torture? C'est une façon de ne pas répondre, ça, quand même. Non, pardon, je vous pose la question, vous ne me répondez pas. Vous êtes donc incapable de m'en donner une définition. Alors, je ne peux pas vous dire, gloser sur un sujet sur lequel vous ne connaissez même pas les contours. Je gêne les tortures physiques, les interrogatoires spécialisés, enfin je veux dire... Il me semble que, objectivement, comme ça, vu de l'extérieur, hein, ce genre de torture, je crois que savoir qu'un monsieur qui a subi la gégène remet sa chemise, sa cravate et s'en va dans la rue un quart d'heure après. En revanche, la petite fille qui a eu les deux jambes déchiquetées par la bombe du terroriste, elle, c'est une torture de 24 heures sur 24. Et tout au long de sa vie, elle marchera avec des petites béquilles, n'est-ce pas? Elle n'aura pas d'enfant, elle n'aura pas de mari, elle n'aura pas d'amant. Alors si vous entendez par torture ça, je suis un adversaire acharné de cette torture, oui, c'est sûr. La torture, question délicate à aborder avec Le Pen, car les faits survenus pendant la guerre d'Algérie ont été amnistiés. Moi, je n'ai pas besoin d'être amnistié. Parce que l'amnistie, je vous signale, c'est l'oubli des condamnations. Et moi, je n'ai jamais été condamné. À l'écouter, l'amnistie ne le concerne pas. Ce qu'il ne précise pas, c'est que l'amnistie prescrit l'oubli d'une ou de plusieurs catégories d'infractions et annule leurs conséquences pénales, qu'il y ait eu ou non condamnation. De la vie et de la santé de notre jeunesse. Et c'est pourquoi le Front National a demandé, qu'entre autres raisons, de rétablir la peine de mort, figurent les trafiquants de drogue. La peine de mort le concerne, il y pense pour lui-même. C'est même la seule chose qui puisse lui faire peur. Non, je ne sais pas, peut-être que enfermé dans un cachot, avec la perspective, condamné à mort, de devoir aller au poteau d'exécution.
J'ai entendu beaucoup de ces récits, j'en ai lu beaucoup. Moi-même, dans cette perspective-là, je ne sais pas comment je réagirais. Je pense que devant la mort, surtout si elle est distillée au goutte à goutte, il doit y avoir un certain refus de la vitalité de l'être vivant. Vous pourriez être condamné à mort? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui ça vous paraît étonnant? C'est arrivé à de très nombreux hommes politiques. Plus plausible, une autre mort. Celle dont il a fait son arme électorale et qui touche aux peurs irrationnelles, le sida. Je me suis fait examiner, je suis séronégatif, et si j'ose dire, j'en suis très heureux, oui. Vous êtes fait examiner? Bien sûr, tout le monde, toute ma famille. Pourquoi? Tout le monde. Parce que... Vous n'avez pas de facteur de risque? Comment pas facteur de risque? On ne sait jamais. On peut avoir rencontré des gens, on peut avoir s'être coupé, avoir touché... Il y a d'autres moyens de contamination. Quand vous êtes fait... Je sais pas, il y a 3 mois, là. Oui. Mais d'ailleurs, puisque je demande le dépistage pour tout le monde, enfin, je m'y soumets moi-même, bien sûr, ça me paraît normal. Toute votre famille aussi? Oui, tous les gens, oui, tout le monde, tous ceux qui m'entourent, tous les gens à qui je l'ai conseillé l'ont fait. Le contrepoison à la désinformation, à la manipulation, à l'amalgame de la télé, de la radio. Allez-y, exprimez-vous là. Ça passera pas. Et ici, vous pouvez remarquer, il y a des Français ici. Et puis des crânes rasés, il n'y en a pas. Ça, c'est une invention, le racisme, comme l'antisémitisme. Il n'y a pas une personne ici qui est antisémite ou qui est raciste. Seulement, voilà, il y a les organisations anti-françaises et ils vont. Si vous pouvez montrer Madame Veil à la télévision, si vous pouvez la montrer, qu'elle parle, à chaque fois qu'elle parle, elle nous amène des adhérents. On arrache les enfants au ventre de leur mère, racontez pas d'histoire, et vous donnez des leçons, vous êtes placés. C'est les mauvaises informations, ça, tout simplement. C'est faux ce que je dis. Quel est votre journal préféré? Présent. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est celui qui fait des analyses qui me paraissent les plus convenables, mais par profession, je lis plusieurs journaux. Qu'est-ce que c'est le journal Présent? Présent, c'est un journal de droite, quotidien, mais qui se vend par abonnement, parce qu'il aurait d'abord peu de chance d'avoir de la publicité, et qui est d'origine, disons, catholique, droite catholique. Intégriste? Non, pas intégriste, je crois traditionnaliste, disons. Il y a une espèce de condamnation que l'Église française fait de Jean-Marie Le Pen. Ne parlez pas à l'Église française, je ne peux pas parler comme je pense, parce qu'il y a une foule d'idiots dans l'épiscopat. À commencer par mon archevêque d'Alger, qui a lancé des calomnies contre ses fidèles en faveur des musulmans qui tuaient ses fidèles. On ne peut pas être plus bête. Voilà ma position. Et il y a beaucoup d'évêques qui en sont là. Ils trahissent leurs fidèles en faveur de ceux qui les tuent. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un père qui félicite l'assassin, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Il faut tuer le père. C'est tout. Enfin là, je ne dis pas qu'il faut tuer, comment il s'appelle, Mohamed Duval. Mais enfin... Le bonheur tendu vers l'infini est la loi première devant laquelle les autres doivent s'incliner. Séralda, c'est mon nom. S-E-2-R-A-L-D-A. Je suis 19 avenue des Terres. Je suis le curé de Salvagram. Ils veulent pas que je de la messe dans une église, ces empotés là. Le père de Jean-Marie Le Pen est mort à la guerre, il est pupille de la nation. C'est un point de détail pour beaucoup de Français aussi, ça, vous comprenez? Voilà, alors, quand ils auront compris ça, ils sauront ce que parler veut dire, surtout en français. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Et qu'est-ce que ça faisait, Hitler? Hitler, c'était rien, c'était le chef de l'Allemagne. C'était le chef d'un pays que chez moi on considérait traditionnellement comme un pays ennemi. Donc nous avions une attitude de résistance à l'égard de l'Allemagne, mais à l'égard de l'Allemagne, parce que c'était le pays occupant. Et ça se faisait, ça, sans connotation politique. Nous aurions résisté à l'Allemagne, qu'elle était nazie ou pas nazie.
Ça aurait été la République de Weimar, ça aurait été la monarchie de Guillaume II ou d'un autre, c'était pareil. Pour nous, c'était un pays ennemi. Hitler, c'était rien. Le Pen révise l'histoire. Au BBR, ici, nous avons acheté les livres de négation des chambres à gaz. Chaque fois qu'on a vu ce genre de choses, on y a mis fin. Et moi, j'ai acheté sous l'œil de la caméra. Et vous n'êtes pas mort. Vous êtes mort, mais le type a dit qu'il allait nous casser la gueule si on continuait. Ça, c'est son problème, c'est pas moi. Je ne suis pas responsable de ce qu'un monsieur vous dit dans un rassemblement de plus de 100 000 personnes. Au BBR, il y avait aussi d'innombrables biographies, si ce n'est hagiographie, des grands tenants du racisme de la Deuxième Guerre mondiale. Race est un mot que l'on entend souvent dans la bouche de Le Pen. Je suis un seul, chacun est fier de ce qu'il est. Moi, je comprends très bien que chacun soit fier de son origine et des qualités de sa race. Les Celtes ont une civilisation orale, une capacité de créer des images, n'est-ce pas, de faire comprendre aux autres par la sécrétion, par le jaillissement des images, l'enchaînement des images. C'est la capacité de toucher aussi par le sentiment, par l'émotion, et pas seulement par le raisonnement. Et il s'attachera à sa femme, et ils seront deux dans une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. La fidélité. Marie. À ma lignée de Celtes, la dédicace que vous venez de lire figure en exergue de son livre « La France est de retour ». Or, une lignée, c'est une descendance. Comme si Le Pen se voyait inconsciemment fondateur de la race celte, une race de Le Pen. Mes enfants, je ne crains pas de le dire, ont été persécutés de nombreuses fois par leurs professeurs dans l'enseignement public où elles étaient. Parce qu'elles étaient les filles de Le Pen, par des réflexions, par des piques, par des méchancetés, par un climat d'hostilité, qui est l'espèce de racisme anti-Le Pen, si vous voulez. Oui, n'est-ce pas? La race des Le Pen, des Celtes, des Français, il prétend les défendre. Si l'on ose s'attaquer à lui et à son idée de la France habitée par la race française, c'est un complot. Puisque l'on a délibérément voulu créer une affaire Le Pen, comme il y eut au siècle dernier une affaire Dreyfus, permettez-moi justement de me livrer à vous, devant vous, à l'autopsie du véritable complot dont j'ai été l'objet. Pourquoi? Quelle est la trame de ce complot qui dure depuis plusieurs mois et plusieurs années? Il vise à établir une équation entre Le Pen et Hitler, entre le Front National et le parti nazi. Le syndicat anti-Le Pen n'a qu'un objectif, c'est de le déguiser en grand Satan. Ça ressemble un peu à une mini baie d'Alongue, ça. C'est quoi, là? La baie d'Alongue, c'est une baie qui se trouve au Tonkin, une grande baie qui se trouve en face d'Haiphong et qui était superbe avec des énormes îles rocheuses, plus abruptes que ça, mais un semis d'îles comme celui-là. Regardez derrière cet arbre, on dirait un petit bonsaï. Petit arbre japonais. Le complot communiste international l'inquiète depuis toujours. J'ai eu le sentiment que c'était là-bas que se jouait le sort du monde, qu'il y avait en effet un combat au finish, et je continue de le penser, qui était engagé entre l'hégémonie communiste et le reste du monde libre, et que c'est sur ce territoire où se livrait déjà depuis plusieurs années une guerre terrible que se jouait l'avenir de
du monde libre et de l'Occident. Raciste, antisémite, interrogation principale sur le cas Le Pen, qui, comme tous les citoyens français, est soumis à la loi à l'interdiction de prononcer des paroles ouvertement racistes ou antisémites. D'après ce que je suis, c'est M. Laurent vont s'installer. La revue Globe vous attribue des propos antisémites. Je me fous de ça. On me prête tellement de choses. Mais je me fous pas mal. Parce que je suis un danger, cher monsieur. Je suis un danger pour mes adversaires. Si je n'étais pas dangereux, si je ne rencontrais pas de succès auprès des électeurs français, on me laisserait bien tranquille, jouer avec mon pâté de sable et ma pelle et mon seau. In Gamley Hills, delaying 10,000 colors train. C'était une toute petite entreprise artisanale que j'ai fondée avec M. Durand. Et dans cette entreprise, nous faisions beaucoup de choses nous-mêmes. Par exemple, ce disque sur les véritables chansons des hors-la-loi du Far West combine en même temps, en quelque sorte, le fait social qui a une très grande importance culturelle sur l'ensemble du monde entier à travers le film du Far West, le film de cow-boy, a eu une réalité. Alors il y a un côté un peu pédagogique puisque le texte des chansons est reproduit en anglais et en français. Alors, sur Hitler, sur Lénine. Alors, alors ça c'est le folklore politique, je veux dire, j'ai fait comme cela les discours d'Hitler, les discours de Lénine, authentiques, n'est-ce pas? Les discours de Churchill, les discours de De Gaulle. Ben oui, mais c'est comme si on attaquait un éditeur de produire un livre de Staline. Un éditeur a pour mission de porter à la connaissance du public un certain nombre de faits. Et c'est la mission que j'ai faite, mais dans une grande ouverture d'esprit, puisque j'ai été récompensé du Grand Prix du disque pour un disque sur la Commune de Paris. J'ai fait les chants anarchistes, j'ai fait les chants royalistes, j'ai fait dans la musique militaire les chants de l'armée allemande. Je voudrais dire aux Juifs français, mes compatriotes, qu'on a tenté d'effrayer par cette campagne mensongère, que je ne les confonds pas avec ceux qui parlent en leur nom. La France a le même amour pour tous ses fils, quelle que soit leur race ou leur religion. Jean-Marie Le Pen n'a pas changé. Jean-Marie Le Pen n'a pas changé. Pourquoi avoir peur des mots bon, il ne faut pas dire antisémite. Non, je pense qu'il n'aime pas les juifs et il n'aime pas les immigrés. Alors, quelle est la part du sentiment et de l'exploitation politique de ça? Moi, je n'en sais rien. Il a un fonds de commerce. Alors, il exploite un vieux fonds de commerce français qui est, je le dis calmement, je viens de l'entendre, qui est raciste et xénophobe. Là encore, c'est un procès qui est fait à partir de l'avant-guerre. On dit, vous êtes l'héritier spirituel de la droite d'avant-guerre, celle-ci était antisémite, et donc vous l'êtes, que vous le vouliez ou non. Quand monsieur Philippe Alexandre dit, monsieur Le Pen affiche sur les murs de France un profil que l'on couronne en charolais. Mais si j'avais écrit ça, moi, de monsieur Philippe Alexandre, qu'est-ce qu'on dirait? Madame Régine peut dire Urbi et Torbi qu'elle quitte la ville de Saint-Tropez parce qu'elle ne veut pas respirer le même air que M. Le Pen. Mais si moi je disais cela de Madame Régine, qu'est-ce que l'on insinuerait immédiatement? C'est comme ça. Et quand vous poussez un type intelligent comme Levaille, oui, enfin M. Nicolas Levaille, voyons, vous dites de M. Le Pen un certain nombre de choses. Qu'il est raciste, qu'il est antisémite, etc. Pourtant, on n'a jamais trouvé, ni dans ses discours, ni dans ses écrits, etc. Et Levaille dit, oui, je reconnais, mais ce qui est dangereux dans Le Pen, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il ne dit pas. Alors à ce moment-là, c'est le procès d'intention. C'est ce qu'il appelle, lui, le non-dit. Alors autrement dit, dans les profondeurs de mon âme, j'aurais des sentiments que je ne manifeste pas. Alors c'est le procès d'intention, c'est le procès qui va au-delà de l'Inquisition, n'est-ce pas?
et qui dans le fond, ferait de moi, un coupable par le seul fait que je ne suis pas un ami d'Yvan Levaille. Je serais donc réputé, n'étant pas un de ses amis, être un adversaire de ses idées, ou de la race à laquelle il appartient et dont il se prévaut. Il dit que quand je parle des Juifs, je défends ma race. C'est un argument raciste, ça. Moi, je suis français avant d'être juif. Et j'ai été baptisé catholique. Et j'ai fait ma communion protestante. Hein, je suis un juif bizarre. Je circule entre les lignes. Mais moi, je suis tranquille avec Jean-Marie Le Pen, né à la Trinité-sur-Mer. Mais lui ne l'est pas avec moi. L'autre jour, vous avez dit Yvan Levaille et les gens de sa race. Moi, j'ai dit Yvan Levaille. Ah ben, Dans montrez-le-moi. Je vous mets au défi de sortir ça. Yvan Levaille et les gens de sa race, j'ai sûrement pas dit ça. Vous avez dit Yvan Levaille et à la race à laquelle il appartient. J'attends que vous me montriez ça. Quand vous voulez, c'est enregistré. Oui, mais vous me le montrerez. Alors pourquoi? Et quand bien même, monsieur Yvan Levaille n'a jamais fait mystère d'être juif. Il s'en fait gloire. Parce qu'à partir du moment où il s'en prévaut, ben, c'est une donnée du débat. Il s'est jamais prévalu d'appartenir à la race juive. Bien sûr que si. Ah non. Bien sûr que si. Race. Oui, race, oui. Lui, dire race. Oui, bien sûr que si. On n'est pas là pour défendre Levaille. Ah ben, je sais pas, on dirait. Je sais pas. Race. Il y a une race. Mais oui, mais ça existe, les races, cher ami, ça existe, voyez-vous. Il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a la race kabyle, la race arabe, enfin bref, ça existe, oui. Vous croyez pas? Alors je crois que cette espèce d'inhibition sémantique qui consiste à considérer ce mot, c'est confondre le racisme et la race. Et il me semble, oui, non, vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas qu'il y a une race juive? Je crois que c'est évident. Je sais pas. Bah oui, ça me paraît évident. Qui d'ailleurs protège, je crois, ses caractéristiques et son identité et sa pureté par l'application de règles extrêmement strictes. Extrêmement strictes. Je le crois. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de maintenir son identité et ses traditions et sa particularité depuis 4 millénaires. Qu'adviendrait-il si le Front National n'était plus représenté au Parlement français après de nouvelles élections législatives? J'ai dit que le Front National agissait, en particulier relativement au problème de l'immigration, comme un calmant, comme un régulateur. Et que si le Front National n'était plus en mesure d'offrir une solution légale et pacifique du problème, il fallait s'attendre à des actes de violence. De la part de qui? Mais de la part du peuple. S'il répond avec une certaine netteté sur la violence qui pourrait suivre une défaite, Le Pen déclare avec autant de netteté qu'il n'est pas contrôlable. Je ne dois aucune obéissance, ni somme toute aucune reconnaissance à aucune puissance, quelle qu'elle soit. C'est aussi peut-être ce que l'establishment n'accepte pas chez moi. Car les puissants aiment contrôler ce qui se passe. Et comme moi, on ne me contrôle pas, eh bien, on ne m'aime pas dans ces milieux très influents. Vous croyez qu'on ne vous contrôle pas? Je le crois, oui. Je crois qu'on ne me contrôle pas. On ne me contrôle pas en ce sens qu'on ne me donne pas d'ordre et je n'obéis pas aux ordres de quiconque.